J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Salut les gens et bienvenue sur ma chaîne Lemon June. Cette semaine, j'inaugure avec cette vidéo une série que je vais appeler Ces livres qui ont fait scandale. Dans ces vidéos, je vous présenterai principalement des ouvrages classiques qui ont suscité de vives polémiques ou alors l'indignation générale à leur sortie. J'ai trouvé l'idée sympa parce qu'elle permet d'avoir une approche de la mentalité de l'époque à travers le scandale, mais aussi parce que c'est toujours intéressant de savoir si nous aussi, à l'heure actuelle, on est encore scandalisés par ces fameux ouvrages qui ont fait frémir d'effroi leurs contemporains. Et pour commencer aujourd'hui, je vais vous parler d'une immense révélation littéraire que j'ai à peine découverte il y a quelques semaines et qui compte déjà parmi les lectures les plus bouleversantes de ma vie, j'ai nommé Jude l'Obscur. Maintenant, mets ton écharpe parce qu'on part en Angleterre suivre les misères d'un amoureux des livres. Allez hop, on y va? Jude l'Obscur est sorti en Angleterre en 1895 et il s'agit du 14e et dernier roman de Thomas Hardy qui est aussi considéré comme son ouvrage le plus pessimiste. Et on fait tourner les serviettes. Dans son journal, Thomas Hardy avait écrit à propos de ce roman qu'il préparait « Ce sera une nouvelle sur un jeune homme qui n'a pu aller à Oxford, ses efforts, son échec. » Ça commence joyeusement, hein? L'ami Hardy, il avait pour objectif de nous présenter une histoire qui aborderait frontalement le problème des personnes d'origine modeste qui n'avaient pas accès à l'instruction à l'époque. Mais attention, il est allé encore plus loin dans la critique en s'en prenant aux lois du mariage qui constituaient pour lui, je cite, la machinerie tragique de l'histoire. Alors clairement, si tu rêves d'une histoire avec un beau mariage de princesse et la promesse d'un amour éternel avec la bague au doigt, ouf, Jude l'Obscur, c'est pas trop ça. Et comme on dit jamais 203, la religion va aussi en prendre sérieusement pour son grade dans ce livre de manière pas franchement détendue ni dissimulée, et là, c'était la goutte d'eau quoi. Attention, petite minute histoire. Au moment où Thomas Hardy a écrit Jude l'Obscur, on était en Angleterre à l'époque victorienne, qui a été marquée par de très profondes mutations scientifiques et technologiques. C'est à cette époque par exemple que Charles Darwin a publié son Origine des espèces. Dans ces années-là, il y a aussi eu de très grosses avancées dans les domaines de la géologie et de la paléontologie. Le problème, c'est que ces découvertes, elles sont entrées en conflit avec la religion, parce qu'elle remettait en cause certaines croyances chrétiennes. Attention, il ne s'agit pas du tout ici de juger négativement la société de l'époque, mais de comprendre qu'elle vivait un bouleversement tellement énorme que forcément, il était dur à digérer. Quand on te donne depuis des siècles pour vérité immuable qu'Adam est le tout premier homme et que tout à coup on découvre des corps qui datent de plusieurs milliers d'années et que Darwin arrive en te disant « Salut, l'homme descend de l'animal », forcément la dragée elle a un petit peu de mal à passer quoi. Cette tension entre religion et science, elle a été vécue dans toute l'Europe, mais elle a été particulièrement difficile en Angleterre. Le peuple anglais, il était éduqué dans la foi chrétienne, et forcément toute la société du coup était organisée selon des principes moraux et éthiques qui découlaient directement de cette religion. Pourtant, en même temps, personne ne pouvait nier que ces avancées technologiques et scientifiques, elles avaient des côtés positifs et vraisemblables. En gros, c'était l'époque du brainfuck total. Lorsque les gens n'étaient pas dans un camp déterminé où ils s'opposaient aux autres, ils étaient complètement tiraillés et déchirés entre leur foi et leur croyance en la technologie et le progrès. Concernant les livres, bah oui, parce que j'y viens quand même. C'est le genre du roman qui dominait la scène littéraire de l'époque. Depuis des siècles, les auteurs trouvaient leur inspiration dans l'histoire sacrée. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas du tout être dupes non plus des progrès qui avaient lieu dans la société autour d'eux. Du coup, ils ont essayé de concilier réalisme et inspiration religieuse, mais c'était pas facile. Bref, c'est dans cette période tout sauf sereine que Thomas Hardy, qui était au passage un défenseur de Darwin et un passionné d'archéologie, a déboulé avec son Jude l'Obscur plutôt très moderne et a provoqué un scandale tellement énorme que ça l'a vacciné d'écrire des romans jusqu'à la fin de sa vie. Et ouais, carrément. En même temps, dès la réception du roman, il fut rebaptisé Jude l'Obscène et l'évêque d'Exeter fit même publiquement brûler le livre. Putain, rien que de le dire, ça m'énerve quoi. Allez, s'il te plaît, dis-moi que maintenant t'es au moins un tout petit peu curieux de connaître le synopsis. Jude l'Obscur, c'est l'histoire de Jude Fawley, un jeune garçon au début du livre qui cumule quand même pas mal les merdes. Déjà, il est orphelin et éduqué par une tante qui est pas spécialement l'incarnation de la chaleur maternelle, mais en plus il vient d'un milieu modeste. Et à l'époque, c'est pas le bagage le plus approprié quand on a de l'ambition. Et zut alors, pas de bol, parce que Jude, de l'ambition, il en a à vendre. Le jeune homme rêve de faire des études universitaires et lorsqu'il n'a pas le nez plongé dans ses bouquins, il monte sur le toit d'une maison abandonnée pour observer les lumières de la ville de Christminster qui abrite des savants et des écoles. Petite info d'ailleurs, dans le livre, Christminster représente l'équivalent romanesque d'Oxford. Pour lui, cette ville, c'est plus qu'une promesse, elle devient le véritable fantasme d'un lieu de savoir où tout est possible, même de devenir un érudit quand on est le fils de personne et sans le sou. Jude, il va alors tendre tous ses efforts vers la réalisation de ce rêve, mais il va se heurter à de nombreux obstacles, parmi lesquels il y aura 2 femmes. À croire qu'on est des emmerdeuses finies. La première de ces femmes, c'est Tarabella, une jeune paysanne séductrice qui fait tourner la tête de Jude avec ses charmes. En gros, il aimerait bien se taper un 5 à 7 avec elle. La deuxième de ces femmes, c'est Sue, la cousine de Jude qui vit à Christminster et dont le héros va tomber éperdument amoureux. Je vais éviter de vous dévoiler toute l'intrigue, mais vous devez savoir qu'il s'agit d'un roman qui est dur, pessimiste, mais d'une beauté absolument remarquable et d'une modernité qui m'a coupé le souffle.
Si Jude est qualifié d'obscur dans le titre du livre, c'est parce que c'est un personnage de l'ombre, mais attention, pas dans le sens du vice ou encore de la méchanceté, mais dans celui de la solitude face au reste du monde. Tout à l'heure, je vous disais que l'une des occupations du héros lorsqu'il est jeune était de monter sur le toit d'une maison abandonnée pour regarder les lumières de la ville, et justement, Jude se situe à l'ombre de ces lumières. Pour le plaisir, je vous partage une citation à ce sujet que je trouve magnifique. Il s'apercevait qu'en grandissant, on se sentait au centre de la vie, et non sur un point de la circonférence comme lorsqu'on est petit. Cela lui donnait le frisson. Tout autour de lui, il semblait y avoir des choses brillantes, éclatantes, assourdissantes. Ces lueurs et ces bruits frappaient cette petite cellule qui sécrète la vie, la secouaient et la brûlaient. Un môme qui rêve du savoir devant les lumières de la ville, moi ça me... Jude, il n'a pas d'argent, pas de position sociale, mais un rêve qui tient de l'utopie, parce qu'oser vouloir être savant dans sa condition à l'époque, c'était d'une modernité absolument incroyable. Au-delà de ses rêves, Jude c'est aussi un révolté, parce que pour lui, une société qui refuse aux fils de paysans ou encore d'ouvriers d'accéder à l'instruction et donc de grimper sur l'échelle sociale, ça lui est intolérable. Mais ce qui est terrible, c'est que malgré cette volonté de faire, le personnage il n'a rien d'héroïque, au contraire, il paraît impuissant, tourmenté et même parfois carrément pathétique. On a l'impression qu'il est ballotté par le destin, qu'il ne veut pas qu'il accède à ses rêves, mais en même temps ça ne l'empêche pas d'essayer, et c'est ce que j'ai trouvé magnifique. L'autre personnage le plus important de ce livre, c'est Sue, la cousine de Jude, et alors là mes amis, c'est peu dire qu'on est face à une femme plutôt unique dans son genre pour les romans de l'époque. De toute ma petite vie de lectrice, je n'avais jamais rencontré un personnage féminin aussi moderne et anticonformiste. Attention, en replaçant dans le contexte de l'époque. Déjà, Sue n'est pas du tout le type de femme qui est uniquement occupée à des travaux manuels comme coudre au coin du feu en espérant un beau mariage. Bien au contraire, il s'agit d'une jeune fille extrêmement instruite qui dévore les livres et qui redoute plus que tout de s'unir à un homme. Et pour que vous ayez un bon aperçu, je vous partage quelques petites paroles de son cru. Je ne suis pas aussi exceptionnelle que vous le croyez. Il y a moins de femmes aimant le mariage que vous ne supposez, seulement elles l'acceptent à cause de la dignité qu'il leur confère, des avantages sociaux qu'elles en retirent parfois. Dignité et avantages dont je suis toute disposée à me passer. Deuxième petit point histoire. À l'époque victorienne, les femmes étaient considérées comme des citoyens de seconde classe. Elles n'avaient ni accès à l'instruction, ni à un salaire décent lorsqu'elles travaillaient, et lorsqu'elles se mariaient, c'était l'époux qui décidait pour elles. Bref, tu connais la chanson, une bonne grosse vie de merde. Mais attention, en 1884, une loi qui va vous paraître complètement dingue a vu le jour, on leur accorde le droit de posséder leur propre corps. Ça c'est ma main à moi! Du coup, la femme est considérée comme un individu à part entière, et elle peut donc prétendre à des droits, en théorie. Pour moi, le personnage de Sue dans le livre, il est comme le témoignage de ce féminisme qui s'affirmait à l'époque. Par contre, attention, elle n'en a absolument pas conscience et elle ne se revendique d'ailleurs pas du tout comme telle. Sue, c'est un personnage complexe qui agit de la façon qui lui paraît la plus naturelle et la plus juste sans pour autant être dans la revendication. Elle veut simplement vivre sa vie comme elle l'entend, point barre. Et c'est déjà pas mal olé olé. Avec ce que je vous ai dit sur Jude et Sue, vous vous doutez quand même que leur manière de voir les choses n'était pas forcément au top de la tendance à l'époque à laquelle ils vivaient. Les personnages, ils vont être confrontés au conformisme, à la tradition, et ils vont évoluer de manière très abrupte. C'est important que vous le sachiez parce que le Jude et la Sue que vous allez rencontrer au début du roman ne seront absolument plus les mêmes à la fin. Je ne pense pas vous faire une déclaration surprenante en vous disant que cette lecture a de fortes chances de vous donner un gros coup au palpitant. J'ai tellement chialé que j'aurais pu me passer d'aller aux toilettes pendant 2 jours. Voilà, toujours aussi charmante. Jude et Sue, ce sont deux personnages dont le bonheur ne peut être vécu qu'à contre-courant du monde qui les entoure. Seulement dans l'Angleterre victorienne, qui était puritaine et pétrie de morale, il ne faisait pas du tout bon de refuser de marcher au pas. Et comme le disait si bien Brassens... Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Certains problèmes traversent les âges. Mais ce qu'il y a de plus bouleversant pour moi dans ce livre, c'est la manifestation d'un désir en dehors des conventions. Aimer sans se marier, s'instruire sans être riche ou encore rêver lorsque tout le monde nous décourage à le faire. Jude et Sue, ils n'ont pas d'autre choix que de tenter le bonheur même quand toutes les portes leur sont fermées et qu'ils sont eux-mêmes convaincus d'être destinés au malheur. Parce que c'est facile dans une vie de se dire qu'on va tenter quelque chose ou encore en réussir une autre lorsque tous les paramètres extérieurs sont de notre côté. Mais imaginez qu'on vous ôte vraiment tout espoir d'accéder un jour à l'un de vos rêves et que vous finissiez par en être vous-même convaincu. Sincèrement, on peut pas se leurrer, je pense qu'on serait nombreux à abandonner. Mais pas Jude. Mais franchement, comment voulez-vous ne pas être touché par un personnage qui, même en étant broyé par une forme de déterminisme, va quand même continuer encore et toujours de s'instruire, tout simplement parce qu'il ne peut pas faire autrement et que c'est ce qui donne du sens à sa vie. Sue et Jude, ils ont quelque chose en eux de viscéral qui les empêche de se satisfaire de leur vie. Jude, lui, il veut plus et Sue, ce qu'elle attend, c'est autre chose. Ce qui est aussi terrible que magnifique, c'est que lorsqu'ils essayent de vivre selon leurs désirs, c'est toute la société qui se met contre eux et les empêche d'accéder au bonheur. Et quand ils essaient de rentrer dans les rangs, c'est leur nature profonde qui se révolte et qui les empêche de continuer. Mais le pire, c'est que Jude et Sue ne sont pas des lutteurs, ils sont différents, mais ils n'ont pas le goût du combat. Alors
forcément, quand le monde entier est contre toi dans ce cas-là, ça devient très très chaud les marrons, bouillant même. Pour moi, la plume de Thomas Hardy, elle a accouché de deux êtres terriblement en avance sur leur époque, et je pense que si l'auteur a compris que le présent n'était pas d'accord avec lui, le futur serait de son côté. Pour finir, j'avais envie de vous parler d'un dernier élément qui est certainement celui qui m'a le plus touché dans ce livre, et il s'agit de la question de la parentalité et de l'enfance. Ce sont des thèmes qu'on traite encore aujourd'hui avec d'énormes pincettes, mais Thomas Hardy a abordé frontalement une question assez terrible, qui est celle du désespoir de l'enfant qui n'a pas demandé à naître, et qui se sent responsable par sa seule existence du malheur de ses parents. Et là par contre, je dois vous avertir, ça fait très mal. Bon, j'ai pas forcément envie de vous perdre dans un saut de larmes, donc avant de vous quitter et de vous dire au revoir, je vais vous partager une magnifique citation pleine d'espoir qui devrait vous remettre du baume au cœur. Il faut avoir foi en certaines choses. La vie n'est pas assez longue pour faire la preuve mathématique de toute chose avant d'y croire. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais très envie de la faire parce que quand j'ai appris que Thomas Hardy, suite au scandale de ce livre, avait cessé d'écrire des romans jusqu'à la fin de sa vie, je me suis dit qu'avec mes tout petits moyens, j'aimerais donner envie à d'autres lecteurs de découvrir et peut-être d'aimer ce livre. Je crois sincèrement que je resterai toute ma vie profondément émue à l'idée que des hommes comme Zola ou encore Hardy ont pris la plume pour dénoncer les inégalités sociales de leur époque, quitte à être conspués par leurs contemporains. Avant de vous quitter, j'avais envie de vous poser une question peut-être un petit peu plus personnelle que d'habitude et j'ai vraiment envie d'avoir vos réponses en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à se battre de toutes ses forces pour ses rêves quand bien même on n'a plus aucune chance qu'ils se réalisent, ou alors qu'il faut se résigner? En attendant de vous retrouver dans ma prochaine vidéo, je vous laisse comme d'habitude, je l'espère, entre les pages d'excellents livres et je vous dis au revoir avec la magnifique épitaphe de Thomas Hardy qui dit « Je n'ai jamais aimé la vie, c'est elle qui m'a aimé ». Je sais pas si vous entendez la perceuse là, mais c'est le genre de truc qui me vrille ma patience, qui me rend dingue de rage, je vais péter un plomb.